Et je donne la parole à Virginie Tellen, qui va intervenir sur le sujet des différences éthiques entre PMA homologue et hétérologue. Merci. Et on peut encore applaudir. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là parce que moi c'est ma première séance seulement. Oui, mais je vous suis beaucoup sur le site internet du Comité consultatif national d'éthique. Est-ce que je peux juste vous faire passer un message? Cette consultation nationale qui permet à l'intégralité des Français de se prononcer sur des sujets d'une gravité absolue, on l'entend ici, ne sont pas au courant. Il y a à peu près 46 millions d'électeurs en France. Il y a 2000 personnes qui se sont prononcées pour ou contre l'ouverture de l'AMP pour les femmes seules et les femmes en couple. Il y a un problème, docteur, professeur, je ne sais pas comment il faut dire. Emmanuel, on ne se connaît pas très bien, mais voilà. Bon, voilà. Or, et puis, il y a tous les autres sujets qui sont traités. Mais si je puis me permettre, l'euthanasie est quelque chose qui concerne évidemment chacun d'entre nous. Pendant que je vous parle, je suis très émue parce que j'ai une maman, une grand-mère qui est en train de mourir en ce moment et elle n'a pas pu rentrer en soins. Elle est à Foch et elle n'est pas en palliatif et sa famille est perdue. C'est vrai, c'est une souffrance que je partage aujourd'hui avec vous. Vous voyez, on vit en direct. C'est ça notre vie en France. Et puis, il y a aussi la naissance, effectivement, qui est un problème extrêmement grave pour tous les Français qui sont là. Je salue Irène Théry, qui est parmi nous. On la salue aussi. Voilà. Je remercie d'être là. Je remercie Dominique d'avoir donné son point de vue de père, qui a eu ses enfants par cette procréation assistée. Et moi, je viens simplement vous dire, vous savez que je suis très concernée aussi, et je regrette une chose, c'est que l'information ne passe pas. Et je voulais juste vous dire que le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est engagé à ouvrir l'AMP aux femmes seules et aux femmes en couple, que le Comité consultatif national d'éthique a donné un avis favorable, cette loi va passer. Elle va passer, mais vous êtes quand même ici entre vous. Oui, elle va passer. Je suis désolée de vous le dire, elle est écrite, j'ai de très bonnes informations. Mais le débat, lui, il ne doit pas s'arrêter. Et l'information, aux millions de Français qui ne l'ont pas, vous devez vous la donner. Vous, les spécialistes, mais nous sommes les citoyens, et ils ne la connaissent pas. Alors, le président de la République a dit le 9 avril dernier au Bernardin, il faut trouver la limite, car la société est ouverte à tous les possibles, mais la manipulation et la fabrication du vivant ne peuvent s'étendre à l'infini sans remettre en cause l'idée même de l'homme et de la vie. C'est pas le pape François qui l'a dit, c'est Emmanuel Macron. C'est ça notre sujet. Et le président Delfrécy, il dit que l'éthique, la limite qu'il ne connaît pas, c'est l'intersection entre l'état de la société et l'avancée des technologies. Et cette limite, c'est la société qui doit la fixer aujourd'hui. Je dirais simplement que, par exemple, elle ne sait pas ce que c'est que l'AMP. Il y a deux sortes d'AMP. Il y a l'AMP homologue, qui est faite avec le sperme, les gamètes des géniteurs. Des géniteurs qui, jusqu'en 2013, étaient les parents par la loi. Et il y a l'AMP hétérologue qui existe depuis 1994 et qui est faite avec des gamètes de personnes externes qui s'appellent les donneurs. Les donneurs ne sont pas les géniteurs, enfin ils ne sont plus considérés comme des géniteurs. Ils ne transmettent pas l'hérédité. Ils ne transmettent pas la parenté. Ils mettent des cellules reproductives à disposition de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que jusqu'à la prochaine loi, ils sont stériles entre l'homme et la femme. C'est pathologique. Donc, en fait, il pallie, comme nous en a parlé Dominique tout à l'heure, il pallie une
infertilité médicale jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, maintenant, la loi va dire toute personne, enfin ça va être des femmes d'abord, mais en fait ça va être aussi des hommes après, toute personne pourra accéder à des gamètes mises sur un marché. Mais il n'y a pas que des gamètes, il y a des embryons qui sont déjà fécondés. Et on va demander, si la loi le permet, pardon de vous le dire, à ce qu'il y ait de plus en plus d'embryons et de gamètes, parce qu'on va passer d'un service de soins qui concerne en gros en France aujourd'hui 800 000 couples, stériles, vraiment stériles, à un potentiel, si ça s'ouvre pour toute femme, sans critères, on ne sait pas encore, docteur, on ne sait pas. Emmanuel, il y a aujourd'hui 37 millions ou 35 millions de femmes en âge de procréer de 18 à... Je ne sais pas quelles vont être les limites d'âge, on ne sait pas, de 18 à 50, je ne sais pas si on peut jusqu'à 60, après il n'y a plus de limites, effectivement, je ne sais pas comment on va se déterminer dans la loi. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les techniques permettent à chacun de faire un enfant. La loi internationale dit que toute personne a le droit de faire un enfant. Je suis un peu désolée que la personne qui a pris la parole, le jeune, a pris la parole au début, tout à l'heure, soit partie. Non, la nature, aujourd'hui, elle ne fait plus la loi absolue, puisque la technique fait la loi aujourd'hui. La biotechnique, la nanotechnique, l'informatique, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau, les sciences cognitives, elles permettent de faire un enfant en dehors des corps, mes amis. Depuis Amandine, on peut faire un enfant sans rapport entre un homme et une femme. C'est comme ça, mes amis catholiques, il faut que vous le sachiez. On était descendus dans la rue un moment pour dire qu'il fallait un homme et une femme pour faire un enfant, mais je ne vous ai jamais dit qu'il fallait un homme et une femme mariés. Je me permets de vous le redire maintenant, il y a eu un malentendu. Moi je dis, simplement, et je vous redis, que les biotechnologies ont changé le rapport de l'être humain à la nature. Et qu'aujourd'hui, ce qui compte, de notre point de vue, à l'avenir pour tous, c'est qu'effectivement, malgré ces biotechnologies, ou avec elles, on comprenne que toute personne a le droit d'avoir un enfant aujourd'hui. Toute personne en souffrance d'enfant a les moyens techniques d'avoir un enfant. Est-ce qu'on veut que ça soit avec des gens qui vont vendre du sperme sur Internet, comme c'est aujourd'hui TF1 nous fait des reportages sur Cryos International où on achète du sperme, où on achète des gamètes, où ces gamètes vont être mises sur un marché où elles seront... Comment dire, on pourra les prendre. Qui est-ce qui va les contrôler? Qui va contrôler ce qu'on va faire dessus? Et vous savez ce qu'on fait sur un embryon? Eh bien, on peut faire des recherches, parce que la loi sur la recherche sur l'embryon, aujourd'hui, est un principe. Depuis le 6 août 2013, après les grandes manifs, eh ben, on a fait aussi la loi sur la recherche sur l'embryon. Et que juste... On a ouvert le principe qui était une interdiction avec des exceptions est devenu un principe de recherche sur l'embryon, mais c'est aussi la recherche génétique sur l'embryon. Et vous savez qu'on a les moyens aujourd'hui de sélectionner des gènes sur le génome. Et vous savez qu'il y a des gènes de l'intelligence. Et vous savez que l'intelligence artificielle, elle cherche à se renforcer en intelligence. Donc la limite... Est-ce qu'elle n'est pas celle de faire une autre personne, un autre être que la personne humaine? Alors moi, je vais juste vous dire, j'ai appris en sciences naturelles que quand on changeait le mode de reproduction d'une espèce, on changeait l'espèce elle-même. Et d'un. Deuxièmement, que celui qui contrôle la vie, il contrôle tout. Il a le pouvoir absolu et suprême. On passe de Dieu incarné à l'homme qui devient Dieu. Vous le savez que c'est ça l'enjeu. Et vous savez qu'on ne peut pas empêcher les gens de s'aimer, parce que ça c'est impossible, mais que l'amour n'est plus procréatif tout seul. On peut être procréatif en dehors de l'amour. Ou on peut s'aimer de façon non procréative
notamment les personnes homosexuelles, les couples homosexuels ou les personnes seules qui ont un désespoir d'amour mais qui veulent un enfant. Je suis en train de rencontrer plein de femmes aujourd'hui qui me disent comment on fait? On n'a pas d'amoureux, mais on a une horloge biologique qui fait qu'on n'aura pas d'enfant. Mais vous savez que c'est une souffrance terrible et qu'il faut avoir une réponse pour cela, qui n'est pas que l'enfant n'a pas à connaître ses géniteurs non plus. En fait, on est dans un double dilemme. Il y a un droit à l'enfant, et c'est vrai que l'enfant doit connaître, en tout cas, pour qu'on n'ait pas une ouverture de manipulation génétique avec des gamètes, avec des embryons, qui ne soient pas sous contrôle, parce que vous ne nous avez pas dit comment vous allez les contrôler. On ne sait pas. Cryos International ne nous dit pas. Et les robots, eux, avancent. Je suis désolée, il y a un moment où ça va interconnecter. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, à l'Avenir pour tous, nous avons une proposition. Une proposition qui n'est pas celle de la GPA éthique, mais qui rejoindrait d'une certaine façon, mais c'est la coparentalité. La coparentalité, elle a cet intérêt, c'est que toute personne qui veut un enfant en fera, mais entre un homme et une femme. C'est-à-dire pas entre un produit et la personne qui désire l'enfant, mais entre personne humaine et personne humaine. Cette coparentalité, c'est un mode de procréation qui est utilisé par les homosexuels depuis fort longtemps. Elle est même le premier mode jusqu'à la PMA quand elle sera ouverte, elle est ouverte, ce qui va être le cas. C'est le premier mode de procréation pour les personnes, notamment les hommes homosexuels. Et c'est un très gros ça bouscule nos mentalités énormément. Mais il faut que vous compreniez que c'est aussi quelque chose qui peut être palliatif. La loi ne la permettra pas, mais les pratiques peut-être. Sachez que la pilule en 1967 a bouleversé la société, car on a séparé la procréation et la relation sexuelle. Eh bien, 50 ans plus tard, les femmes sont en baisse de consommation de pilules chimiques parce que ça abîme leur corps, elles en ont conscience. Donc, elles vont faire, effectivement, peut-être qu'elles se réorientent vers des méthodes de contraception naturelles. Ce soir, je viens faire un appel à la procréation naturelle dans toutes les formes de famille. Je souhaiterais que le comité d'éthique ou le comité régional, enfin l'espace, ait une possibilité de proposer cette voie alternative et palliative qui peut peut-être dialoguer avec les formes aussi de gestation, de procréation. Mais je crois que... Oui. Oui, ça y est, j'ai su. Oui. D'abord, je voulais juste... Oui. L'espace esthétique de France a été créé en 1995. À aucun moment on s'est substitué à qui que ce soit. Aucun moment on a été prescriptif. La seule chose qu'on peut faire, je vais juste vous répondre de suite. Depuis notre création en 1995, on ne s'est jamais substitué à qui que ce soit. On a accompagné des gens dans des démarches, qui ont abouti quelquefois jusqu'au Parlement. Certains dans la salle savent comment on s'est engagé, comment on travaille d'une manière très ouverte et pluridisciplinaire, mais on n'a jamais été prescriptif. On peut être des médiateurs. Et on a bien l'intention d'être les médiateurs par rapport à tout ce qui se dit. Vous m'avez envoyé d'ailleurs une lettre, si j'ai bien compris, pour me recevoir, pour qu'on discute ensemble. C'est vous qui m'avez adressé une lettre et je vous ai répondu, nous on n'a pas vraiment légitimité. La seule légitimité qu'on a, c'est à vous écouter et à relayer votre propos, à ouvrir le dialogue comme vous l'avez fait. Moi je vous ai envoyé ma petite note. Non, moi je ne t'ai pas demandé d'accord. Mais c'est pas grave. Je ne parlais pas de prescription, j'ai bien compris, mais d'alternative, de proposition. Je n'ai pas entendu cette proposition qui est pourtant vécue dans la société. Alors, ce que je propose, c'est que dans les 4 minutes qui restent, on puisse débattre avec les gens. Je termine juste par cette conclusion. Quand l'amour ne peut pas être procréatif, peut-on penser à une amitié de procréation? Parce que l'argent, pour un enfant, c'est pas possible. Je vous remercie. Merci. C'est bien, il y a des propositions intéressantes. Vous allez m'envoyer tout ça et on va le transmettre. Juste une précision, les SICOS sont nés en 1973. Donc c'est pas en 94. En 94, c'était la première loi du 29 juillet 94
relative à la bioéthique, elle ne s'appelait pas ainsi. Qui a permis le don de gamètes à nous. Tout à fait, voilà. tout à fait. Ça, c'est la loi. Pour pallier mais ça a commencé en 1973 avec les séquences. Je vous en prie. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric. Accessoirement, j'ai aussi été donneur de gamètes. C'était pour dire que, comme vous le disiez, je pense qu'on n'empêchera jamais un couple qui veut avoir des enfants d'en avoir. Effectivement, donc là actuellement, ils utilisent Cryos ou d'autres choses. Et donc actuellement, avec le système actuel, il n'y a pas de règle. Une femme qui a 60 ans, qui veut commander, elle peut le faire. Et moi, je serais plutôt pour la PMA pour toutes, dans le sens où, dans les sécos, s'il y a des règles, il me semble que ça doit être 43 ans maximum pour une femme. Il y a tout un tas de conditions et je pense que ce sera mieux. On attend la loi pour savoir effectivement quelles seront les conditions, mais le problème, c'est toujours le même, c'est qu'une fois qu'on ouvre une loi avec un principe général, qui va en France empêcher l'implantation de cliniques reproductives qui ne donneront pas, alors elles seront peut-être réglementées, mais on sait très bien que ça va se... Là, pour détourner, il faut aller à l'étranger ou sur Internet, mais vous trouverez les moyens. Vous savez qu'on peut aussi échanger les gamètes aujourd'hui sur Internet, donc on échange tout. Mathieu, attends, juste avant Mathieu, il y avait c'est rare que ce soit court. On a fait l'expérience, c'est toujours intéressant, mais ça ne se caractérise pas par votre donc Mathieu, je suis juriste. Deux choses. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de faire passer une sorte d'uberisation de la procréation. Je me disais qu'au lieu de Blablacar, on aurait Blablakid, partagez votre enfant. Vous semblez faire la coparentalité sur une sorte de relation d'amitié. Donc déjà, pourquoi limiter ce nombre à 2 personnes? Pourquoi le limiter à une altérité sexuelle? Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. C'est ça, c'est en fait remettre des géniteurs dans la conception de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut on les retrouvera sur l'acte de naissance. Il y aura à nouveau la ligne de l'homme qui est le père, la ligne de la femme qui est la mère. Aujourd'hui, il y a des éducateurs dans l'acte de naissance. Il n'y a plus les géniteurs, c'est la loi Taubira. Donc on remet, pas par la loi, mais par la pratique, le père et la mère. Après, l'éducation, elle est, elle est négociée. Ils se mettent d'accord avant. Et ils disent, voilà, l'enfant... Alors, il y a le couple qui veut l'enfant, bien sûr, par exemple. Imaginons un couple d'hommes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Couple d'hommes, il ne fera pas appel à une mère porteuse. Il fera il le fera avec une mère. Ils feront ça entre amis. Voilà. La mère, en général, je connais plusieurs cas d'enfants nés comme ça et de familles. Eh bien, la mère, elle est... En fait... C'est comme de la garde partagée, si vous voulez. La mère habite pas loin, dans le même immeuble. Voilà, c'est comme ça. C'est des gens qui ont fait un enfant en co-responsabilité et où il n'y a pas, monsieur, je vous félicite de donner votre sperme parce que vous aidez des gens à avoir des enfants, mais comment vous dire, c'est comme les aider aussi, mais en plus la mère existe, le père existe. Donc si j'ai bien compris, vous abondez dans le droit à l'enfant finalement. Mais monsieur, j'arrête. Le droit à l'enfant, je suis désolée, tous mes amis chrétiens, catholiques, excusez-moi, mais on ne vous a pas dit la vérité, il existe, il est international, il est dans la Convention internationale des droits de l'enfant. L'enfant a le droit de connaître ses parents, il n'y a pas marqué son père et sa mère. Ses parents, c'est peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. Ça, c'est un droit à connaître ses origines. Non, ses origines, ça serait un père et une mère. Ça serait un père et une mère. Ses parents, aujourd'hui, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, voilà, ça peut être plusieurs personnes. La loi ne précise pas, madame, c'est que c'est évident. Donc quand on dit parents dans la Convention internationale des droits de l'enfant... Non, mais pas du tout, la loi de ça peut être 2 hommes, des parents. Ce sont 2 époques différentes. Ce que je propose, si ça ne vous dérange pas, d'abord un immense merci.
Là, on a vraiment, de toutes les façons, vous pourrez discuter tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure, il y a très bon café. Moi, je suis prêt à sponsoriser le débat qui va suivre. Vous savez, à Sciences Po, on passe 2 heures devant Sciences Po à la suite de chaque débat. Je donne merci à Virginie Tellen, on peut l'applaudir aussi. Voilà. Et la prochaine, merci infiniment. En tous les cas,